Bon, bah, écoutez, le mieux, c'est qu'on commence. Alors, merci beaucoup à vous d'être présents. Merci à celles, à ceux qui sont à distance, en télétravail ou coincés au bureau. La gestion de patrimoine, alors évidemment, ça, ce sont des questions très sérieuses qui soulèvent des notions, bien évidemment, de gestion financière, mais aussi, si je peux ajouter mon petit grain de sel, la gestion du patrimoine, moi, ça fait, je trouve, beaucoup. C'est quelque chose qu'on hérite, c'est quelque chose qui nous a été transmis, c'est quelque chose que souvent aussi on souhaite transmettre pour les générations à venir, et puis quelque chose qu'on essaye de faire fructifier le mieux possible, de gérer le mieux possible au quotidien. Mais il n'y a pas que du financier dans la gestion de patrimoine, il y a aussi beaucoup d'humain, beaucoup d'émotionnel. Alors ces aspects-là, et savoir comment... Bonjour messieurs, bienvenue. Et savoir comment gérer au mieux ces questions-là, on a la chance d'avoir aujourd'hui une spécialiste de la question, donc Sandrine Taïeb. Merci beaucoup Sandrine d'avoir accepté l'invitation, qui en a fait sa passion, qui en a fait son métier, et que je vais très vite, à qui je vais très vite laisser la parole, puisque c'est quand même elle que vous êtes venue écouter. Voilà. Et ne dites pas le contraire, parce que si c'était moi, je le saurais, c'était pour moi. Si c'était pour moi que vous veniez, je le saurais, mais je ne vous croirais pas. Bon, voilà. Donc, on laisse la parole à Sandrine, et puis ensuite, il y aura des questions qui te seront posées. On te laisse d'abord présenter ton sujet, et à tout de suite. 40. Est-ce que 40, ça vous parle? Peut-être pas. Il faut savoir que vous travaillez 40 heures par semaine pendant 40 ans de votre vie pour 40% de votre salaire à la retraite. Votre retraite, nous pouvons jouer dessus, et ce, dès maintenant. Je me présente, je suis Sandrine Taïeb, conseillère en gestion de patrimoine. Tout d'abord, avant de commencer à vous expliquer quelques produits et placements qui existent sur le marché, je voudrais me présenter rapidement. Je suis Sandrine Taïeb, je suis conseillère en gestion de patrimoine, et ce depuis 2 ans. En effet, j'étais avant directrice comptable dans des gros groupes, et je me suis vue vraiment changer ce métier qui est pour moi vraiment un métier patient. En effet, pour moi-même, j'ai investi pas mal, et l'idée était vraiment de pouvoir aider les personnes à eux-mêmes aussi investir pour pouvoir se créer leur retraite, pouvoir les aider dans leurs objectifs et leurs attentes, c'est-à-dire que se créer un patrimoine, se créer aussi, les aider dans leur transmission. Il faut savoir qu'on a vraiment, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, il ne faut pas s'attendre à se dire, bon, bah non, je ne fais pas appel à vous. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de patrimoine. Non. Là, l'idée est vraiment de vous montrer que vous pouvez faire appel à moi, juste aussi pour vous aider à vous créer du patrimoine, le transmettre, optimiser fiscalement. Car en effet, pourquoi? On va être là dans différentes étapes de votre vie. Nous pouvons dire aussi que nous sommes un peu les médecins de famille côté financier. Pourquoi? Parce qu'on va être là tout au début de votre vie pour vous aider à vous créer votre patrimoine. Ensuite, on va être plutôt là aussi pour vous aider à l'optimiser, puisque quand vous allez arriver en période de salariat ou entrepreneurial et que vous commencez à avoir un peu d'argent, pourquoi pas venir essayer de défiscaliser, mais en orientant, on va revenir dessus juste après, votre fiscalité. Et vous avez aussi toute la partie transmission. Cette partie de transmission, il faut savoir que le jour où vous fermez les yeux, c'est 20% de votre patrimoine qui retourne aux impôts. Donc, comment venir gérer ça? Par des mécanismes assez simples que nous allons pouvoir décrypter à la fin de cette conférence. La formation. Ça, la formation, c'est vraiment quelque chose auquel je mets un point d'honneur. C'est-à-dire que je veux que tous les investisseurs qui travaillent avec moi sachent ce dans quoi ils investissent, et que, en plus, j'aide aussi les gens qui veulent venir faire mon métier. Je les aide aussi à se former. Ça, c'est hyper important pour moi que les investisseurs sachent dans quoi ils investissent pour qu'ils soient vraiment à l'aise.
C'est vrai que là, pourquoi je vous donne cet exemple-là, c'est parce qu'en fait, j'ai eu beaucoup de clients là, depuis que je travaille, qui ont fait du plan d'épargne retraite pour défiscaliser. Le seul truc, c'est qu'ils ont vraiment bah, eu ce manque d'informations, comme quoi en fait, bah, ils seraient refiscalisés à la sortie. Et ça, quand je leur explique aux personnes, ils me font ah ben non, je ne savais pas. Donc ça, il faut vraiment l'avoir les tenants et les aboutissants de chaque placement. Pour qui? Bah pour tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes toute catégorie socio-professionnelle éventuellement à me regarder aujourd'hui. Et pourquoi je dis vraiment tout le monde? Comme je vous disais tout au début de la conférence, nous on n'est pas obligé d'avoir un patrimoine important pour faire appel à nous. C'est-à-dire que pour vous expliquer, moi aujourd'hui j'ai quand même un bon quart de ma clientèle qui a entre 20 et 25 ans. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'allaient pas avoir beaucoup de retraites. Et pourquoi? Bah, l'idée est de venir mettre des solutions en place longue durée pour créer justement un pécule à la retraite. Comment on fait ça? Eh bien, déjà, faut savoir que conseiller en gestion de patrimoine, on a des habilitations à passer. Pour vous expliquer, moi, j'ai un bac plus 8 en comptabilité. Et même là, il a fallu que je repasse les habilitations. Et moi, je suis aussi conseillère en investissement financier. Et il faut savoir que nous sommes que 5000 en France à être conseillers en investissement financier. Qu'est-ce que ça me permet, cette habilitation? C'est à vous proposer vraiment tous les produits du marché et du coup, ainsi, vous proposer de la des produits de défiscalisation entre autres. Il faut bien entendu que les préconisations que nous allons faire ensemble correspondent justement à vos projets, à vos moyens et à votre profil, tout ça par des systèmes de rendez-vous. Ces rendez-vous, pour le coup, à mon niveau, ils sont gratuits. Donc, ne pas hésiter à faire appel à mes services pour faire un petit audit patrimonial. Et ensuite, l'idée est de venir avec des produits adaptés et qualitatifs. Ça, je vous laisserai regarder quand on prendra rendez-vous. Il faut savoir que conseiller en gestion de patrimoine, on travaille avec l'argent des investisseurs. Donc l'idée est que nous sommes quand même sous l'agrément des plus hautes instances de contrôle, entre autres l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, mais aussi de l'autorité des marchés financiers qui nous surveille, et encore plus quand nous sommes CIF, conseillers en investissement financier. Comment on fait notre métier? Donc ça, faut savoir que chaque profil est différent. Donc déjà, chaque besoin, les Français ont des besoins qui peuvent être différents. Optimiser sa fiscalité, protéger ses proches, préparer sa retraite. En effet, ce sont des thématiques qui reviennent assez régulièrement quand même dans les informations, mais l'idée est vraiment d'adapter en fonction des investisseurs et de leurs besoins, quels sont les produits les plus adaptés aux uns et aux autres, justement pour répondre à leurs problématiques. Comment je vois mon métier? Tout d'abord, moi j'ai cet avantage-là d'avoir quasiment tous les produits du marché. Et du coup, comme j'ai pas eu besoin de faire cette partie commerciale qui est d'aller voir peut-être un investisseur AXA et de faire absolument que ce produit colle avec votre situation, on va faire l'inverse, c'est qu'on va regarder quels sont vos besoins, vos attentes et vos projets pour regarder quel produit pourrait convenir justement à votre situation. Ça, c'est hyper important parce que la démarche n'est pas du tout la même quand on a vraiment la possibilité d'imbriquer justement différents produits pour répondre, venir diversifier le patrimoine. Comment se passe le conseil? Tout d'abord, il va y avoir la prise de connaissance. Cette prise de connaissance, elle va être là pour déjà que je vous explique comment moi je travaille, parce que c'est hyper important. Et ensuite, on est quand même sur du domaine financier et qui est toujours un sujet un peu tabou en France, on va pas se mentir. Donc, la deuxième partie va vraiment être vous qui allez expliquer quels sont vos besoins. Je demande toujours aux personnes de remplir un fichier Excel avec combien ils touchent, qu'est-ce qu'ils ont déjà mis en place comme placement,
regarder si c'est optimisé pour ensuite justement passer au deuxième rendez-vous qui sera un audit patrimonial de mon côté où là, on fera entre 2, 3, 4 rendez-vous en fonction des solutions que nous mettons en place. Et ben, on va faire ce qu'on appelle la solution patrimoniale. Une fois que toutes les solutions patrimoniales auront été expliquées, tous les produits qu'on pourrait mettre ensemble, bah, on va mettre en place certains produits éventuellement. Et donc, cette mise en place est plus ou moins rapide en fonction des produits, puisque vous doutez bien que si ouvrir une assurance vie et faire un investissement locatif, ça ne sera pas du tout le même investissement et le même montant, la même mise en place. Par contre, ce qui est hyper important dans n'importe quel placement, ça va être le suivi. Le suivi est primordial. Pourquoi? Déjà, c'est ce qui m'a fait, moi, faire ce métier-là. Pourquoi? Je trouvais que je manquais de suivi et je voulais vraiment suivre mes placements personnels. Du coup, j'accorde vraiment un point très important là-dessus, puisque le suivi, si on fait de la défiscalisation ensemble, l'idée est de regarder comment vous remplissez votre déclaration d'impôt l'année d'après. Donc, je vous accompagne la première, la deuxième année, et puis après, en général, quand vous vous débrouillez tout seul, on me demande plus de l'aide. Une assurance vie, pareil, ça se travaille. Une assurance vie, ça se laisse pas vivre. Une assurance vie, il y a des arbitrages, donc je vous expliquerai ce que c'est juste après. On n'ouvre pas une assurance vie et on la laisse pas tourner, d'accord? Et ensuite, tout ce qui va être locatif, vous aider à remplir votre déclaration d'impôt. En tout cas, les 2 premières années en général, ça suffit. Après, vous êtes en roue libre, vous savez. On a vu ensemble comment faire les démarches. Maintenant, nous allons commencer à vous expliquer un petit peu quelques mécanismes d'éducation financière. Alors ça, c'est hyper intéressant puisque je vais vous expliquer là, déjà dans un premier temps, la mécanique des intérêts composés. Cette mécanique des intérêts composés, elle va permettre de présenter éventuellement un jeune qui décide d'investir pour sa retraite. Il va mettre 100 € pendant 45 ans. Si ce dernier décide de le laisser sur son compte courant, ce qu'il a totalement le droit, ce dernier va se créer un capital de 54 000 €. 54 000 €, on va pas se mentir, c'est quand même pas BZF. Et pour un complément de revenu, pourquoi pas, mais pendant 25-30 ans de retraite, moi, personnellement, je trouve pas ça. Maintenant, si Martin décide de ne pas le laisser sur son compte courant, mais de venir placer cet argent, en le plaçant sur des placements à 5%, la mécanique des intérêts, donc les intérêts vont faire eux-mêmes de petits, et là, on va commencer à avoir 200 000 € de créer en capital. Là, 200 000 €, ça commence à devenir intéressant. Maintenant, si on arrive à le placer à 10%, est-ce que vous seriez capable de me donner un montant, s'il vous plaît? Je vous ai laissé exprès un petit peu de temps pour réfléchir. Donc là, l'idée est qu'à 10%, la plupart du temps, on me donne 400 000 €. Est-ce que c'est ce montant-là? Eh bien non. On va arriver à 800 000, presque 1 million, donc 900 000 €. Je vais être transparente avec vous, des produits à 10%, j'en ai pas plein les poches, mais quand on cumule de l'épargne de précaution à 3%, des assurances vie qu'on peut réussir peut-être à travailler avec des placements entre 3, 4, 5, 10%, et qu'on place aussi sur des produits de défisc qui génèrent des intérêts à 20-30%, on peut peut-être réussir à tabler sur un horizon de placement à 6-7% et réussir justement à avoir 400 000 €. Si maintenant, Martin ne pense pas à commencer à 20 ans à épargner ne serait-ce que 100 € par mois, mais qui décide de commencer qu'à 30 ans, et là, à 30 ans, il devra mettre non plus 100 € par mois, mais 265 €. À 40 ans, 730 € par mois. Et à 50 ans, 2200. Donc, c'est pas du tout pour vous démoraliser que je vous dis ça. C'est vraiment pour vous dire que déjà, à tout âge, nous pouvons commencer à mettre même ne serait-ce que 50 € par mois. C'est déjà le must du must. Et ensuite,
plus on commence jeune, mieux c'est. Maintenant, le deuxième mécanique que je voulais vous présenter, c'est l'effet de levier crédit. Cet effet de levier crédit, ça va être quoi? C'est de venir justement travailler l'argent de la banque, donc du coup de faire travailler tout de suite une grosse enveloppe. Là, on se met dans le cadre locatif où on vient acheter un appartement au départ de SCPI à hauteur de 200 000 euros. Vous inquiétez pas si je parle de produits que vous connaissez pas, je vais les décrire juste après. Donc, on achète pour 200 000 euros de placement. En face, on va avoir ce qu'on appelle un emprunt et cet emprunt va être remboursé en mensualité. Cette mensualité se décompose en intérêt et capital et ce capital augmente au fur et à mesure du temps qui passe de remboursement. En face de cette mensualité, on va avoir un loyer. Ce loyer, c'est quoi? Ce sont les revenus que nous génère notre placement et qui est à hauteur de 850 euros par mois dans mon exemple. On pourrait se dire, là, je pourrais décaisser que 200 euros de ma poche. Donc là, attention, il faut toujours bien penser à ne pas oublier les charges de gestion quand vous êtes dans du locatif physique, puisque tout ce qui va être les charges d'assurance, les charges de l'assurance loyer impayé, les assurances de loyer et la fiscalité qui n'est pas des moindres et qui peut être plus ou moins en tout cas challengée en fonction de la fiscalité que l'on choisit. Je vais l'expliquer juste après. Mais quand on prend du coup cette mensualité, le loyer et les charges avec la fiscalité, on n'arrive non plus à 200 euros de participation, c'est-à-dire que je dois sortir de ma poche, mais 400 euros par mois de participation. Par contre, ces 400 euros par mois de participation me permettent de créer en moyenne un capital de 667 euros par mois. Par cet exemple, on voit bien que le fait de travailler tout de suite une grosse enveloppe, un gros montant, ça nous permet de nous générer un capital plus intéressant que le montant de ce que on doit sortir de notre poche. Maintenant, les bonnes pratiques de l'investissement. Ces bonnes pratiques, elles sont au nombre de 6, pardon. La première va être la durée de détention diminue le risque intrinsèque. Vous avez là à l'écran les 5 classes d'actifs différentes. Donc, je ne prends pas l'or qui est purement spéculatif, mais par contre, vous avez le monétaire, l'obligataire, l'immobilier et l'action. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'obligation, quand vous avez des actions d'une société, vous êtes propriétaire d'une partie de la société. Obligation, il faut savoir que les sociétés, quand elles ont besoin d'avoir du cash, elles peuvent faire appel aux banques, mais pas que, elles peuvent émettre des obligations sur le marché. En émettant ces obligations sur le marché, vous, en tant que particulier ou professionnel, on peut les acheter et en contrepartie, on va être rémunéré les taux d'intérêt en fait, mais ça sera ce qu'on appelle des coupons. Donc du coup, c'est quand même moins risqué le marché obligataire que le marché de l'obligation. Vous voyez là à l'écran, du coup, que le marché action fonctionne le mieux, mais il est plus volatile. Volatile se traduit par le fait que la courbe soit en dents de scie. Alors que vous avez le marché obligataire, monétaire, immobilier qui est pour le coup beaucoup plus linéaire. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de quand j'ai commencé mes études, où ça fait il y a 20 ans, le CAC 40 était à moins de 3000 points à l'époque. Et quand on voit que maintenant il a plus de 8000 points, on comprend bien qu'il faut laisser le temps au temps pour que, en tout cas, le rendement se crée. Maintenant, la bonne pratique numéro 2, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, la diversification. C'est-à-dire que quand vous avez une grosse somme à injecter, on ne va pas tout mettre sur une seule obligation ou une seule action, mais plutôt de venir mettre ça sur des fonds d'investissement et d'en plus diversifier son placement pour justement avoir une exposition au risque qui sera ainsi maîtrisée. La bonne pratique numéro 3 va être le versement programmé lisse le risque. Alors j'aime beaucoup cette bonne pratique. On est toujours dans le cas de notre Martin qui met 100 euros par mois. Ces 100 euros par mois,
il peut les injecter sur 2 types d'actions, mais il veut le plus de rendement possible. Pour avoir le plus de rendement possible, est-ce qu'il va plutôt mettre ses actions sur la courbe verte ou la courbe jaune? Je vous laisse réfléchir 2 secondes. Et bien, pour avoir le plus de rendement, il va plutôt mettre ça sur la courbe jaune. D'accord? Pourquoi? Il faut savoir qu'au mois de juillet, quand vous voyez que la courbe est au plus bas, bah, c'est comme si vous achetiez en promotion. Et du coup, quand l'action reprend de la valeur, et ben c'est là que vous faites un max de plus-value et que vous créez votre rendement. La bonne pratique numéro 4, ça va être de venir mettre votre argent sur la bonne allocation d'actifs. Donc, allocation d'actifs, pour rappel, obligations, actions, fonds monétaires. C'est un peu comme un match. On va venir diversifier son patrimoine pour aller chercher du rendement. Est-ce que la performance d'une équipe va venir plutôt de la qualité du terrain ou de la sélection des joueurs? Donc, bien entendu, la sélection des joueurs. Et est-ce qu'on va venir chercher des joueurs internationaux ou des joueurs du club? Ben là aussi, les joueurs internationaux, ça va être quand même un peu plus efficace pour aller chercher de la performance. Parce que la qualité du terrain, je voulais vous dire, mais la qualité du terrain, par exemple, ouvrir une assurance vie à la banque ou avec un partenaire externe qui pourra aller chercher des actifs sur à peu près 200 unités de compte différentes, ça rendra pas du tout le même ratio. Il y aura peut-être un peu plus de risque, mais peut-être plus de rendement aussi derrière. Alors que les avantages fiscaux resteront les mêmes. Donc, la performance va venir des joueurs, donc les actifs que l'on va choisir, et aussi du coach, c'est-à-dire la personne en qui vous allez avoir confiance pour gérer justement ce support. Et pas du terrain en tant que tel qui vous apportera les mêmes avantages fiscaux que ce soit avec la banque ou avec la personne externe que vous aurez choisie. Maintenant, la bonne pratique numéro 5, c'est d'adapter cette allocation d'actifs en fonction du profil de la personne. Vous avez à gauche les profils de risque qui vont de A1 à 6. Ces profils de risque, pour le coup, elles vont être soit de façon prudente, là on va être plutôt sur tout ce qui va être les livrets, livret A et l'idée pour vous laisser un stock d'épargne. Ensuite, vous allez avoir les fonds équilibrés. Dans les fonds équilibrés, on entend par fonds équilibrés tout ce qui va être immobilier et aussi les obligations. Et après, les fonds dynamiques, là, vous allez avoir tout ce qui va être vraiment le monde boursier avec les actions et qui est pour le coup plus intéressant, lui, en investissement programmé. La bonne pratique numéro 6 va être de venir réfugier votre argent dans une enveloppe fiscale. Pourquoi? L'idée, c'est de venir diversifier votre argent sans être trop taxé. Et en plus d'utiliser justement ces niches fiscales qui sont légales, et on va venir protéger votre allocation d'actifs. Pourquoi je parle de protéger cette allocation d'actifs? Avant de faire le métier, je ne connaissais pas cette règle, mais il faut savoir que votre assurance vie, si jamais le partenaire fait faillite, vous serez remboursé qu'à hauteur de 70 000 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idée, c'est que quand vous commencez à arriver à 70 000 €, donc en fonction bien entendu du montant que vous avez investi, on aura peut-être une autre démarche, mais dès que vous commencez à arriver à 70 000 €, boum, on ouvre une autre assurance vie. D'accord? Donc voilà pour les 6 bonnes pratiques que je voulais vous présenter aujourd'hui. En France, on a quand même la possibilité d'avoir pas mal de placements financiers et immobiliers à notre disposition et à vous proposer. Maintenant, le tout va être d'adapter et de regarder lesquels seront les plus avantageux. Dans ma mission qui est celle de créer du patrimoine, déjà on a plusieurs outils. L'assurance vie. Je ne sais pas si vous en avez déjà ouvert une ou si vous connaissez le principe, mais il faut savoir que l'assurance vie a été créée déjà dans un optique surtout de transmission. Et elle possède plusieurs avantages. Déjà, c'est une enveloppe fiscale, comme nous venons de voir. Et du coup, on va mettre vraiment ce que l'on veut à l'intérieur. Et le nombre de contrats est illimité. Vous n'êtes pas obligé d'en ouvrir qu'une seule. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le montant de 70 000 €. L'idée est d'en ouvrir une autre. Et il y a même un autre cas, pourquoi ouvrir une autre assurance vie, que je vous expliquerai juste après dans la partie transmission.
Pas de durée maximum, puisque comme je vous ai dit, c'est des contrats qui sont vraiment un outil génial aussi de transmission. Donc c'est ce qu'on appelle des contrats viagers. Ça va rester jusqu'au jour où on ferme les yeux. Ensuite, pas de plafond de versement, puisque vous avez pas mal de le LBD, livret A, même le PEA. Il faut savoir que vous êtes plafonné en termes de versement. Là, si vous me dites que vous gagnez au loto, je suis la plus heureuse du monde. On pourra placer ça sur une assurance vie sans problème. L'épargne est toujours disponible. Ça, c'est hyper important parce que beaucoup de gens font l'amalgame avec le coût des 8 ans. Les 8 ans, il faut savoir que c'est pour être défiscalisé. Et du coup, l'objectif d'une assurance vie, c'est que même si elle est bien travaillée et que si vous avez besoin de l'argent en amont, vous pourrez utiliser l'argent de votre assurance vie, mais à savoir que si on les sort avant 8 ans, vous serez fiscalisé sur les intérêts. D'accord? Et hop, faible fiscalité sur les rachats. Quand on dépasse justement après 8 ans la date d'ouverture et que vous sortez l'argent après 8 ans, vous êtes défiscalisé sur les intérêts à hauteur de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple. Je vous donne un rapide exemple. Vous sortez 50 000 € après 8 ans de votre assurance vie. Vous avez généré 5 000 € d'intérêt dessus. Vous allez avoir 4 600 € qui seront défiscalisés et les 400 € qui seront fiscalisés à l'impôt sur le revenu. Et la performance de cette typologie de support va venir de l'allocation d'actifs et pas de l'assurance vie en tant que telle, puisque l'assurance vie, l'idée c'est que ça vous offre des avantages fiscaux, mais par contre, par exemple, une assurance vie bancaire, vous allez avoir une vingtaine de fonds en plus souvent ce sont des fonds internes à la banque, alors que vous avez d'autres supports qui existent, par exemple avec lesquels je travaille, sur lesquels là on va pouvoir travailler avec 250 fonds, 300 fonds différents pour venir diversifier votre argent. Maintenant, comment on peut se créer du capital? On peut se créer aussi avec de l'immobilier. Donc l'idée du déficit foncier et de propriété, c'est quand on commence à avoir pas mal d'immobilier, ça peut être intéressant, c'est pour se créer un peu de défiscaliser un petit peu les revenus qu'on peut avoir par les autres immobiliers déjà en cours. Vous allez avoir tout ce qui va être le Pinel. Donc le Pinel, je vais pas m'attarder dessus puisque ça finit cette année. Et ensuite, là, je vais vous présenter plutôt la SCPI. SCPI, je sais que ça fait des années que ça existe, c'est depuis les années 1980, je crois, peut-être même avant, je ne voudrais plus vous dire de bêtises. Mais il faut savoir que société civile de placement immobilier, ça consiste en quoi? Ça consiste à vous mettez le capital que vous pouvez mettre. C'est-à-dire qu'en fonction des SCPI, elles vous demandent d'acheter plus ou moins un certain nombre de parts, mais vous n'êtes pas obligé déjà de mettre 100, 200 000 €, ce qu'un immobilier physique vous demanderait de mettre. Vous faites partie de cette SCPI qui est une SCXXL, c'est un placement pierre-papier aussi, comme souvent c'est nommé. Vous êtes associé. En contrepartie, vous allez avoir des parts de cette SCPI-là. Cette SCPI-là, avec votre argent, va pouvoir acheter du patrimoine immobilier et professionnel. Il en existe aussi particulier. Moi, personnellement, je préfère professionnel. Je serais ravie d'échanger avec vous sur ça. Une fois que le patrimoine immobilier est acheté, la SCPI va faire appel à une société de gestion justement pour toute la gestion de son parc immobilier, aussi bien dans la mise des locataires, dans les travaux, pour justement une meilleure gestion et que ce soit pas à vous associés à faire tout ça. Donc ça, c'est vraiment, pour le coup, moi j'ai de tout. J'ai de l'immobilier physique et de l'immobilier en SCPI, des parts de SCPI plutôt, excusez-moi. Et la SCPI, on ne fait rien. On achète, on a les loyers qui tombent. Donc ça, en contrepartie, tous les trimestres, en général, c'est tous les trimestres, il y en a certaines qui sont mensuelles, mais c'est plus à la marche. Vous avez des loyers qui tombent. Comme la SCPI, ça reste quand même des sociétés assez importantes, vous allez avoir un conseil de surveillance qui va venir gérer, vérifier la bonne gestion du coup de la société. Les commissaires aux comptes qui sont là pour vraiment regarder qu'il n'y ait pas de fraude, que les comptes soient bien tenus. Et l'expert immobilier qui pour le coup est hyper important et encore plus maintenant
Pourquoi? Parce que il va venir expertiser l'immobilier que possède la SCPI pour voir si le prix de la part correspond toujours au prix qui est demandé aux investisseurs. Donc ça, très très important. Et en contrepartie, vous allez avoir la SCPI, la société de gestion, qui vont devoir avoir un agrément de l'AMF justement pour pouvoir proposer leurs investissements leur part en tout cas, pardon, aux investisseurs. Donc la SCPI, pour le coup, a beaucoup d'avantages. Je serais ravie d'échanger. Vous avez aussi de l'immobilier physique. L'immobilier physique, vous avez plusieurs possibilités de le faire. En LMNP, location mobilière non professionnelle. Ça, pour le coup, moi personnellement, mon appartement, il est en LMNP. Pourquoi? Parce que j'ai pas trop de temps, mais il faut savoir que vous avez des charges en plus que vous pouvez mettre. Par contre, il y a quelques, pas des inconvénients, mais quelques charges supplémentaires dans le sens où vous allez devoir faire une liasse, faire appel à un comptable. En contrepartie, vous avez les revenus fonciers. Les revenus fonciers, vous pouvez le faire soit en micro foncier, soit en foncier réel. Et là aussi, il y a en fonction des cas, puisque moi, là, je me suis vue en début d'année faire 2 clients. Il y en avait un où, en fait, elle faisait du micro parce qu'elle n'avait pas le temps de s'en occuper. Et quand je lui ai expliqué que, en plus, elle faisait appel à une société de gestion et que la société de gestion devait tout lui donner, tout fait et tout ça, elle m'a dit, ah oui, et puis que je lui ai vite fait le calcul, en fait, du coup, c'était plus intéressant pour elle d'être au réel que d'être au micro. Et à l'inverse, j'en avais un autre où c'était plus intéressant pour lui d'être en micro. Donc ça, il faut vraiment regarder au cas par cas ce qui peut être le plus intéressant. Mais pour le coup, le plus intéressant in fine reste le LMNP, en tout cas pour le moment, pour la plupart des cas. Maintenant, la deuxième mission va être cette optimisation fiscale. Alors moi, pour le coup, c'est ce qui m'avait pas mal plu à l'époque quand on m'avait fait mon rendez-vous patrimonial, parce que la banque me proposait pas grand-chose, quoi, à part du PER que j'avais moi-même ouvert. Mais vous voyez, j'avais fait moi-même la bêtise d'ouvrir un PER à l'époque, il y a maintenant ça 6-7 ans. Et encore une boulette, oui et non. Mais je vous expliquerai cela pourquoi. L'optimisation fiscale, faut savoir que quand on paye de l'impôt, c'est vrai que on n'est pas obligé de venir se dire bon je la réduis. Après, parce qu'on sait que derrière, nous on est content d'avoir accès à toutes ces infrastructures. Maintenant, il faut savoir que quand notre impôt on le paye, on ne sait pas où va cet argent. Alors que faut savoir que la défiscalisation, on oriente en fait notre investissement et on va l'orienter parce que l'État nous autorise à mettre de l'argent sur certains dispositifs que eux-mêmes n'arrivent pas à venir combler. Par exemple, les dom-toms. Les dom-toms sont quand même un sujet qui, pour le coup, est assez intéressant puisque les montants de défiscalisation sont importantes. Vous allez avoir tout ce qui est le logement avec le Pinel qui va bientôt s'arrêter. Tout ce qui est aussi les startups. Les startups, là aussi, vous avez des placements qui permettent de venir les aider. Et tout ce système de retraite, via le plan d'épargne retraite, entre autres, où vous mettez de l'argent et en contrepartie, vous allez avoir une réduction d'impôt. Enfin là, c'est plutôt une déduction fiscale. Maintenant, comment on peut jouer sur son imposition? Quand vous avez votre fiche d'imposition sous les yeux, vous allez avoir déjà votre revenu imposable. Ce revenu imposable, pour le coup, peut être réduit. Il peut être réduit, entre autres, par les pensions alimentaires que vous versez, et il peut être réduit aussi avec, justement, le plan d'épargne retraite. Donc là, on vient descendre le montant de la base imposable, et de là, il y a un impôt qui va se calculer. Une fois que cet impôt est calculé, on va pouvoir jouer sur de la réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt, attention, il faut bien la calculer, parce que si vous la calculez mal, vous allez avoir, du coup, si c'est en négatif, vous allez perdre cette réduction fiscale. Et ensuite, vous allez avoir aussi le crédit d'impôt qui vient tout à la fin. Par contre, ce crédit d'impôt, pour le coup, s'il est négatif, il vous sera remboursé. Pour le coup, l'optimisation fiscale, ça se travaille tout au long de l'année.
C'est-à-dire que moi, là, je vais vous présenter quelques produits. Je le travaille en début d'année sur une typologie de produits et en fin d'année pour le reste, pour justement venir peaufiner cette imposition. Donc, le PER, rapidement, elle a été beaucoup modifiée avec la loi Pacte en 2019. Vous avez la possibilité maintenant de sortir en capital ou en rente, ça c'est plutôt intéressant. Déblocage des fonds qui sont plus souples. Alors ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais maintenant, achat de résidence principale, vous pouvez sortir l'argent. Si vous êtes en fin de droit de chômage aussi, en incapacité aussi, donc là, c'est beaucoup plus ouvert. La fiscalité peut être intéressante en fonction de votre tranche d'imposition. Donc là, quand je fais les calculs pour mes clients, en tout cas, si c'est dans un objectif de défiscaliser, on regarde à quelle tranche d'imposition ils sont pour regarder est-ce que ça vaut le coup par rapport à quand ils seront à la retraite pour réduire justement la fiscalité. Et ça se fait assez facilement. Et ensuite, il faut savoir que le PER, ça se travaille comme l'assurance vie pour la typologie de placement à l'intérieur. Pareil, ça se fait vivre, ça se travaille pour aller chercher quand même un peu de rentabilité pour que ce soit intéressant. Maintenant, au niveau de la réduction d'impôt, on a la loi Pinel qui va se finir cette année. Pour le coup, moi, je travaille avec le Girardin industriel aussi. Le Girardin industriel, c'est à partir de 5 000 € d'impôt. Donc là, cette année encore, 2 500. Mais là encore, faut-il qu'il me rouvre des enveloppes. C'est une réduction d'impôt. Vous investissez en année N, dès l'année d'après, vous avez en réduction d'impôt 110% de votre investissement. Donc moi, je travaille avec un partenaire qui nous donne 10% de réduction d'impôt, qui est assez intéressant par rapport à notre mécanique des intérêts composés. Investissement garanti de toutes parts et renouvelable chaque année. En tout cas, jusqu'à ce que donc pour l'instant, ce système est prolongé encore jusqu'en 2027. Ensuite, vous avez le FIP avec lequel je travaille et celui-là, pour le coup, je le travaille en fin d'année. Le Girardin s'ouvre en général en début d'année et le FIP s'ouvre, c'est des tickets qui sont ouverts plutôt tout le long de l'année, donc je travaille plutôt en fin d'année pour justement peaufiner l'imposition des investisseurs. Donc le ticket d'entrée pour le coup est plus faible et là on va venir en fait, ça veut dire quoi? FIP, fonds d'investissement de proximité. On va venir là aider les PME, PMI à se lancer. Pourquoi? Parce que ça va être un FIP, ça va regrouper plusieurs petites entreprises qui ont besoin de cash, petites ou moyennes, qui ont besoin en fait de cash pour augmenter leur croissance. Et du coup, ça se fait à travers le FIP et ça nous permet d'avoir une réduction d'impôt. Par contre, cette réduction d'impôt, comme je vous disais, il faut bien la calculer puisque si c'est en négatif, c'est perdu. Donc, c'est pour ça que on le fait plutôt vers la fin de l'année. Maintenant, on va voir la transmission. La transmission, c'est un sujet qui personnellement, m'a beaucoup parlé, puisqu'on se rend pas compte du jour où vous fermez les yeux de ce que l'État prend. Et il faut savoir que à votre niveau, vous pouvez déjà commencer. Moi-même, comme je vous disais, je commence à avoir un peu de patrimoine. Et l'idée, c'est de commencer à donner à mes enfants là, moi, plutôt des parts de SCPI aujourd'hui. Donc, pour une optimisation optimisée, il faut déjà analyser la situation de chacun. C'est-à-dire qu'en fonction du régime matrimonial, du nombre d'enfants, famille recomposée, ou même sans enfants. L'idée est vraiment de regarder qu'est-ce qui pourrait aller à chacun. Maintenant, il y a des placements financiers qui existent, oui, mais lesquels pour optimiser cette transmission? La donation, elle est faisable aussi, en numéraire ou pas. Et du coup, quand on fait une donation qui n'est pas en numéraire, on peut le faire via du démembrement. Donc, n'ayez pas peur, ce ne sont pas des gros mots, je vais les expliquer juste après. L'assurance vie, déjà, on en a parlé tout à l'heure. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour la transmission. Comme je vous disais, c'est un super outil de transmission puisque quand vous placez l'argent avant vos 70 ans, c'est 152 500 € par bénéficiaire que vous pouvez placer. Donc, c'est hyper intéressant. En plus, les bénéficiaires sont totalement libres. Donc, ça aussi, très intéressant.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un parent avec 2 enfants, bah, c'est 305 000 € qui passent hors droit de succession. Donc, comme vous avez le père et la mère, ça fait 610 000 € de mis hors droit de succession. Donc, c'est quand même très intéressant alors qu'ils auraient été taxés à hauteur de 20% dessus, si on l'avait laissé dans le patrimoine. L'abattement, et un deuxième abattement pardon, qui existe, qui va être celui de 30 500 € et des intérêts après 70 ans. Donc là, par exemple, je préconise, moi, aux investisseurs, d'ouvrir un deuxième contrat d'assurance vie après 70 ans. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le jour où vous fermez les yeux, l'assurance vie, pour qu'elle sache le montant des intérêts sur les 30 500, surtout si vous avez fait un peu de yo-yo avec l'argent, parce que c'est quand même votre argent. Hein. L'avantage de l'assurance vie, c'est que vous le placez dessus, vous savez que c'est défiscalisé, mais si au moins, si vous avez besoin de l'argent, vous pouvez le ressortir. C'est pas un souci. Vous restez maître de votre argent. Donc là, bien penser à ouvrir une autre assurance vie après 70 ans pour être tranquille. Est-ce que je peux cumuler ces abattements? Eh bien, oui. Oui, oui, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même après 70 ans, je remets 30 500, c'est 6 000 € qui ne repartent pas encore en droit de succession. Donc, vous allez me dire, c'est peut-être pas beaucoup. Oui, mais quand on arrive à cumuler vraiment tous les placements, ça vaut le coup d'essayer de commencer à réfléchir assez tôt à transmettre. Et en tout cas, à placer son argent. Donc, désignation totalement libre, je vous en ai parlé. Et il y a un autre avantage, c'est que j'ai plus les tranches, les montants, les pourcentages des tranches exactes en droit de succession. Mais il faut savoir qu'après 500 000 €, c'est plus 20% de droit de succession, mais c'est 30%. Alors que là, vous voyez, vous êtes à 20% jusqu'à 850 000 €. Alors que quand vous avez quand vous placez quand vous avez dans votre patrimoine jusqu'à 500 000 €, de 500 000 à 850 000, vous serez soumis à 30% de droit de succession. Donc l'assurance vie, pour des patrimoines assez importants, ça peut valoir le coup d'être plutôt placé en assurance vie plutôt que sur du PEA, des comptes à terme ou que sais-je. Une fois que l'assurance vie, déjà, on a bien travaillé tout ça, on a un deuxième, on a les donations. Donc, les donations, il faut savoir qu'il en existe 2 types. Vous allez avoir la donation de somme d'argent, qui est à 31 865 € et il faut que le donateur ait moins de 80 ans. Et vous avez cette donation en ligne directe de 100 000 € tous les 15 ans aussi. Et cette donation en ligne directe, attention par contre, parce que si vous donnez en ligne directe, celle-ci a un impact sur la succession. Je m'explique. Le jour où vous fermez les yeux, il faut savoir qu'on va prendre en compte votre patrimoine net, donc vos actifs moins les dettes. Et de là, on va pouvoir faire un abattement de 100 000 € par personne, par héritier. Par enfant, pardon, je corrige, par enfant. Et cet abattement du coup par enfant, si vous les avez déjà pris par ces 100 000 €, eh ben ils seront pas repris. Enfin, on pourra pas les réutiliser une deuxième fois. Mais il y a quand même la possibilité d'avoir toujours un avantage de l'utiliser. Pourquoi? Non pas en faisant une donation en numéraire, mais en faisant une donation en démembrement. Donc ça, je vais vous l'expliquer juste après. Donation simple contre donation partage. Donc là, pour faire rapide, vaut mieux se dire que les 100 000 € quand on fait une donation, vaut mieux aller au notaire pour faire une donation partage. Pourquoi? Il faut savoir que quand vous faites une donation à vos 2 enfants, s'il y en a un qui liquide tout l'argent et que l'autre l'a placé, celui qui a liquidé l'argent, il est en droit de demander à l'autre, à son frère ou à sa sœur, de lui redonner en fait ce qu'il a gagné. Donc, alors qu'en faisant une donation partage, ça fige la valeur de la donation au jour de la donation, et du coup, le frère qui aura tout perdu ne sera pas en droit de remonter auprès de son frère ou de sa sœur. Donc, la donation, oui, et ça peut être fait sur des biens immobiliers tels que des parts sociales, actions, sommes d'argent, et aussi sur des biens immobiliers.
Et ces biens immobiliers, par contre, attention à bien réfléchir si vous voulez les garder et tout ça. Ça, je sais que je fais pas mal. Je regarde beaucoup avec les investisseurs quelle typologie de patrimoine ils veulent garder, en tout cas jusqu'au bout, pour ne pas faire non plus des démembrements qui... Ça servirait pas à rien, mais au moins faire ça de façon intelligente. Mais vous n'avez pas les moyens de faire des donations de sommes d'argent. Parce que oui, la donation sans se démunir a été un des thèmes de webinaire que j'avais déjà réalisé, qui est hyper important. Et bien, il existe le démembrement. Le démembrement, c'est quoi? On va venir scinder. Quand vous avez vous avez un bien, un immeuble, un bien mobilier ou immobilier, vous avez ce qu'on appelle la pleine propriété de ce bien. Cette pleine propriété peut être scindée en deux, entre la nue propriété et l'usufruit. Cet usufruit vous permet quoi? L'usufruit vous permet soit d'y habiter si c'est votre logement principal, ou de percevoir les loyers si jamais c'est du locatif. Pourquoi c'est important? Parce que ce démembrement, on peut l'utiliser sur différents supports, aussi bien sur les biens immobiliers, les parts de SCPI, les supports actions et les supports obligations. Et quel est l'objectif de ce démembrement? Ça va bien entendu de pouvoir donner la nue propriété à ses enfants. Et en fait, le jour où vous fermez les yeux, l'usufruit va venir se rattacher à la nue propriété sans passer par la case sans passer par la case taxation de succession. Donc ça, c'est hyper important parce qu'en plus, il y a un autre avantage, je crois que je n'ai pas mis là, c'est que plus vous le faites jeune, plus vous pouvez donner un montant important de la nue propriété. C'est pour ça que je vous disais, moi, aujourd'hui, j'ai 37 ans, je vais commencer à donner des parts de SCPI que je souhaite garder dans mon portefeuille. Et du coup, je sais que, au moins, ça me permettra déjà d'en commencer à faire courir les 15 ans. Et en plus, de pouvoir commencer à donner du patrimoine à hauteur de 50 ou même 60%, vu que j'ai moins de 51 ans, moins de 41 ans. Mais ça, je serais ravie de vous réexpliquer. Donc, j'en ai fini avec les différentes étapes. Donc là, est-ce que vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre? Oui, bonjour. Merci pour tous ces éléments. Un point que vous n'avez pas du tout abordé, la crypto-monnaie en général et le Bitcoin en particulier. Alors la crypto-monnaie, ouais. Alors, moi-même à titre perso, je voulais en faire. Quand mon mari a commencé ses études, là, ses copains, parce qu'il est ingénieur en informatique, il me parlait de la crypto et tout, et bon, j'avais pas les sous. Donc moi, personnellement, je trouve ça très volatile. Donc après, je trouve que maintenant, ça se stagne. Personnellement, moi, je ne suis pas référente dans la crypto-monnaie. Je préfère être cash. Par contre, vous avez d'autres conseillers qui seront très bons là-dedans. D'accord? Donc là, en fonction de vous, votre cœur de placement, là où vous voulez aller, il y a des gens qui sont très bien là-dedans. Mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas mon cas et je ne voudrais pas m'aventurer sur des placements que je ne connais pas bien non plus. Ouais. Mais des fois, pour jouer, j'aime bien. Je me dis, allez, je place 1000, 2000, 3000... Mais bon, j'avoue que maintenant que je connais le FIP, je préfère jouer justement et puis en plus aider des PME et faire, parce qu'on a des très très bons partenaires FIP. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de venir dire, des fois, en fonction du patrimoine que vous avez, quel ticket de casino vous voulez mettre, quoi. Moi, c'est ce que j'appelle mon ticket de casino, quoi. Non, c'est bon, c'est vous, oui. En attendant, Quand vous avez parlé d'arbitration tout à l'heure pour replacer des produits qui auraient perdu de la valeur sur des produits plus avantageux à un moment donné, cet arbitrage fait forcément perdre des sous à l'instant T. Alors ça dépend. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire des arbitrages aussi bien quand ça va bien que quand ça va mal. Il peut y avoir l'un ou l'autre. Là, moi, c'est vrai que je vous ai parlé quand ça a mal été avec l'immobilier au mois d'octobre. Mais là, en début d'année, faut savoir que j'ai fait des arbitrages avec des lignes parce que je fais mes versements programmés sur mes clients. Je les fais avec une allocation type sur des produits dynamiques. Et ces produits dynamiques, là, j'ai fait à une cliente plus 30%, plus 18%.
Et moi, je suis plutôt du genre, en tout cas, moi, ma typologie de travail, c'est de, quand je commence à avoir 15, 20, 30% sur des marchés dynamiques, avec des lignes comme ça, je préfère arbitrer, venir sécuriser ma plus-value et la mettre sur un autre support. Mais après, il y a d'autres conseillers, et puis même un de mes clients hein, qui m'a dit « Non, Sandrine, moi, l'argent que je mets avec toi, c'est l'argent que je risque. » Donc, on continue à le laisser tel que sur les fonds. Donc, on peut avoir des arbitrages aussi bien en plus-value qu'en moins-value. D'accord ? Tout à l'heure, vous donniez l'exemple d'avoir arbitré sur un produit qui avait déjà perdu de la valeur. Ah, par contre, oui. Donc là, on s'est perdu. Oui, Bon. Donc après, il faut prendre le risque de se dire, je perds à un instant T cette valeur-là et je la replace pour mieux... et il faut déjà récupérer ce qui a été perdu. Ouais. Bah, ce qui a été fait, en tout cas en l'occurrence, que je vous explique ce qui s'était passé, c'est qu'au mois d'octobre, on a vu que les fonds immobiliers commençaient à perdre de la valeur. Donc là, on s'est dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse continuer de plomber, peut-être éventuellement continuer à descendre, ce qui a été le cas, puisque là, j'ai vu une cliente qui avait mis sur les fonds sur lesquels j'ai mis, qui est à moins 15%. Moi, j'ai stoppé la perte à moins 7%. Et on a été les placer, en fait. Donc là, moi, toujours, je propose aux clients de faire l'arbitrage, c'est-à-dire qu'ils ils restent maîtres. Hein. Moi, je leur propose, voilà, moi, je te préconise de retirer sur ces 2 fonds immobiliers, à l'époque, c'était 2 fonds immobiliers, et venir le mettre sur ce qu'on appelle, nous, enfin, là, on avait des fonds obligataires, et on a des fonds structurés, des produits structurés qui s'ouvrent, et là, les rendements étaient à 10%, pareil, ça reste du risqué, mais l'idée, c'est de venir répartir encore le risque. Donc là, oui, j'ai arbitré de la perte, mais je suis contente de l'avoir fait parce que j'ai arbitré moins 7%. Et là, je commence à récupérer déjà en 6 mois la perte. Maintenant, pareil, ça reste mon rôle de venir vérifier que je n'ai toujours pas perdu et tout ça. Donc, c'est vraiment ce travail-là que je fais au quotidien. Je le fais tous les 3-4 mois à peu près sur mes assurances vie, parce que tous les 3-4 mois, j'ai des produits structurés qui s'ouvrent. Donc je regarde la rentabilité de mes fonds, je balaye tous les contrats pour regarder est-ce que je n'ai pas de la plus-value aussi à venir récupérer. Oui. Ouais. Ah ouais. Pour l'instant, j'ai une centaine d'assurances vie d'ouvertes là. Donc, et après, une fois que j'ai contacté les clients par mail et tout ça, donc là, je ne propose pas à tout le monde, hein, parce qu'il y a des fois des gens qui viennent de mettre une assurance vie, j'ai rien à arbitrer, quoi. Quand j'ai que 50 € par mois, il faut me laisser un petit peu de temps pour pouvoir travailler avec les fonds. Mais du coup, et après, je demande à ma secrétaire de faire, une fois que j'ai le go des clients, on fait les feuilles d'arbitrage, et puis voilà, quoi. Alors, je vais me permettre de vous laisser un petit QR code, si jamais vous voulez bien me donner votre retour sur cette conférence, ce qui vous a plu, et n'hésitez pas, aussi bien positif que négatif, puisque l'idée est vraiment que vous compreniez tout, en fait, parce que c'est toujours la nébuleuse. Hein. Le financier, je le vois, hein, même moi, à titre perso, quand les gens, enfin... encore plus quand j'étais en salariat, hein, savoir les salaires des autres et tout. Donc là, les gens se disent, oui, le patrimoine, j'ai pas trop envie de donner ce que j'ai. Hein. Donc, il ne faut pas avoir peur. En tout cas, quand vous faites appel à des conseillers, on est là pour ça. Parce que c'est vrai que ça reste quand même hyper important de faire travailler ce que vous avez mis quand même une vie à travailler, quoi. D'accord ? Oui, n'hésitez pas à interroger Sandrine, c'est certainement moi ce que je vais faire, parce que là, il faut que je digère un peu la somme d'informations. Oui, je suis désolée, j'en ai. Qui a été donnée. Il y a vraiment beaucoup de choses que tu as évoquées qui méritent vraiment d'être creusées et interrogées. Merci. Donc, avec l'esprit d'escalier que j'ai dans ce domaine-là, c'est certainement ensuite que les questions surviendront. N'hésitez pas à... c'est ça. J'imagine. Hein, ah au contraire. Hein. En plus, les... Tout à fait. L'idée, c'est que là, vous avez toutes mes coordonnées. Vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Donc, je suis assez disponible par téléphone ou par mail. En tout cas, je vous rappelle le plus vite possible. Et en plus, ce qui est bon à savoir aussi, c'est que les rendez-vous sont gratuits. Donc, en fait, parce que là, je ne vous ai pas parlé de tout le mécanisme après de comment je travaille, parce que là, je voulais vraiment vous balayer plutôt côté patrimoine, plutôt que comment je fais les rendez-vous. Mais les rendez-vous sont gratuits et c'est totalement libre pour comme ça pouvoir faire une optimisation et regarder si c'est équilibré ou pas. D'accord ? Oui ? Ouais. Oui.
Alors moi, je ne dépends pas d'une banque, non, je suis indépendante et je m'appuie en fait sur un réseau aujourd'hui. Et c'est vrai que je n'ai pas voulu faire ça en banque parce que déjà, vous voyez, enfin vous n'étiez pas là au début je crois, mais je suis CIF aussi, conseiller en investissement financier. Et il faut savoir que déjà en banque, il y en a très peu qui sont CIF et ils ne peuvent pas proposer tous les produits du marché, d'accord ? Il y a certains produits. Et l'autre truc que moi, en tout cas, je ne voulais pas, c'est que... c'est pas pour dénigrer du tout les conseillers bancaires, parce qu'ils étaient là au début, avant que je fasse ce métier-là. Mais les assurances-vie que vous ouvrez chez eux, vous avez une vingtaine de fonds disponibles. Est-ce que vous avez déjà eu un seul appel de votre banquier pour faire un arbitrage? Ah, vous en avez eu? Ah. Ah bah ça c'est bien, parce que moi j'ai 50 000 € chez eux, j'ai jamais eu un coup de téléphone. Et même là, quand j'ai voulu faire un arbitrage pour mes enfants, il m'a dit, oui, mais là, il faut que vous vous déplaciez avec votre mari, que vous fassiez la signature sur place, et après que moi je l'envoie. Je dis, ah, ok. En dématérialisé, même pour les mineurs, en fait, on fait signer, je scanne et je transfère ça au partenaire. Donc du coup, j'ai fait un mince. Ça m'oblige encore à me déplacer et tout ça. Donc vous avez cette chance-là. Et là, moi, il y a eu quand même un défaut de conseil, moi, au niveau de mes parents, où la personne leur a dit, non, vous avez totalement optimisé pour l'assurance vie. Alors que, bon, mon père s'y connaît un peu, non, pas du tout, quoi. Donc là, ils ont tout gagné. Du coup, mes parents placent toute l'assurance vie maintenant chez moi. Mais vous avez vraiment de la chance. Mais oui, vous avez des très bons conseillers après en banque qui peuvent vous suivre et vous préconiser des placements. Et puis, tout le monde ne s'y connaît pas non plus après dans tout ce qui est démembrement et tout ça. D'accord ? Ça, il faut faire attention. Alors, vous avez des conseillers bancaires et vous avez des conseillers en patrimonial en banque aussi. Donc, vous avez aussi deux typologies. Et souvent, les gens n'ont accès qu'aux conseillers bancaires et pas au patrimonial. Tout le monde n'y a pas accès, alors que là, on regarde vraiment tout. Là, avec nous, avec les conseillers. Mais après, c'est pareil, vous avez des très bons conseillers en gestion de patrimoine, comme vous en aurez peut-être des moins bons. Donc ça, c'est hyper important de vous faire le feeling et regarder comment ça se passe. D'accord ? Alors, moi, les rendez-vous sont gratuits. Donc, comment ça se passe? C'est que si vous partez avec moi sur une solution, il y a des frais qui sont annoncés. Et ces frais, il y a une partie qui m'en est rétrocédée par le partenaire. D'accord? Il n'y a pas de surcoût pour vous d'honoraires ou quoi que ce soit. Non. C'est vraiment le partenaire qui m'en rétrocède une partie. Donc, pour vous, c'est totalement neutre. Donc là, par exemple, je donne une assurance vie, on met 100 € par mois. On va vraiment placer sur votre assurance vie 96 €. Et sur les 4 €, une partie m'en est rétrocédée. Par contre, par exemple, si c'est du FIP, par exemple, il y a des frais de 5%, c'est frais de 5%, donc ça fera 1 000 € avec les 5% majorés. Et sur cette majoration, les frais, il y en a une partie qui m'en est rétrocédée. Mais pour vous, il n'y a pas de surcoût. Tous les frais que je vous... Ah, pardon, excusez-moi. C'est utile de comprendre quand même comment... Désolée. Ah. Là, par exemple, en fait, il faut savoir que les assurances vie que vous pouvez avoir un peu plus dynamiques, ce qu'on appelle les assurances vie, entre autres, je prends l'assurance vie haut de gamme, ce sont des filiales des banques. Là, nous, ceux avec qui on travaille, c'est Crédit Mutuel. Cristalliance Avenir, Vie Plus, c'est une filiale de Crédit Mutuel. On en a 9 différentes, des assurances vie en fonction des profils des gens, s'ils sont expatriés, s'ils sont étrangers, ou est-ce qu'ils veulent investir aussi, parce qu'en fonction des assurances vie, vous n'avez pas les mêmes fonds à l'intérieur. Parce qu'une assurance vie en banque, vous allez avoir une vingtaine de fonds. Mais quand vous allez chercher des assurances vie qu'on appelle haut de gamme, moi j'ai 250 fonds avec lesquels je peux jouer, quoi. D'accord ? Et c'est ça, pour répondre à votre question, du coup, en fait, en général, ce sont des filiales de ces sociétés-là. Mais la banque peut vous proposer, en plus, ces assurances-vie-là. Le seul truc, c'est que le ticket d'entrée est plus important. Alors moi, j'ai une assurance vie qui est gérée par un gestionnaire de patrimoine. Oui. Qui ne fait pas ce que vous dites faire, Ouais. c'est-à-dire qu'il ne suit pas du tout. Ouais. Moi, quand je vois souvent, je me dépère, je l'appelle. Ouais.
Alors, vous n'êtes pas coincé dans le sens où ça dépend si vous voulez qu'on acte la perte. Là, vous voyez, j'ai une cliente où c'était le cas. Elle avait perdu. Donc, j'ai regardé un peu structurellement son assurance vie, comment elle était faite. Ce que je lui ai proposé, comme elle avait peur de sortir son immobilier, là, on est au mois d'avril, je lui ai dit, voilà, on est à X de pertes. Ce que je vous propose, si vous avez vraiment peur, on sort déjà le fonds euro qui s'est créé, parce qu'avec les revenus de SCPI, ça lui avait créé du fonds euro. Comme ça, moi, ça la sécurise en lui disant, bon, avec vos 6 000 euros, on regarde comment je les travaille. Si à la fin de l'année, ça vous convient, eh ben, on regarde acter peut-être la perte, et puis on rapatrie tout chez moi. Parce que je ne peux pas faire de transfert d'assurance vie à une assurance vie. Je peux faire des transferts de PER, mais pas d'assurance vie. Ouais. Mais là, par exemple, si vous êtes en perte, vous ne paierez pas de... Par exemple, là... Oui, mais voilà, c'est ça. Sinon, c'est à lui de... Après, tout dépend sur quoi vous avez mis. Si là, par exemple, là, il avait mis que l'immobilier, la personne en question, et du coup, il a perdu, quoi. Parce que l'immobilier s'est cassé la figure, alors que l'année dernière, il se portait très bien son contrat d'assurance vie. Vous voyez? Donc après, il faut attendre le temps, il faut laisser après le temps au temps pour certaines typologies de placement. Si c'est des actions, des fois, il vaut mieux regarder un petit peu, analyser un peu la typologie de fonds pour voir est-ce que c'est judicieux ou est-ce qu'on acte la perte, pour des fois aller le placer ailleurs qui pourrait être intéressant. Et ça c'est son rôle par contre. Et c'est ce que je vous disais, vous pouvez avoir des bons et des bons et des mauvais conseillers. C'est un choix. Tout est un choix. C'est de se dire, on analyse les différents fonds. On peut faire comme on a fait là pour ma cliente en se disant, on sort que quelques fonds, on fait un rachat sur le fonds euro, sur cette ligne-là, on regarde pour le placer ailleurs, en attendant que vous dites, peut-être que ce fonds-là va remonter. C'est possible. Et ce n'est pas bloquant. Hein. D'accord ? Et après, soit vous dites, c'est bon, j'acte la perte, et puis je fais confiance à quelqu'un d'autre, et voilà. Après, ça dépend de vous, de vos choix. D'accord ? De rien. Y a-t-il encore une ou des questions ? Alors moi, je fais beaucoup en visio. Et après, sinon, je me déplace chez les personnes. Parce que pour l'instant, je vais être transparente avec vous, hein, j'ai travaillé en fait en tant que directrice comptable à côté. Donc moi, tout mon vivier client quasiment ici, puisque ce sont mes anciens collègues. Donc du coup, c'est beaucoup de visio. Et puis après, c'est les gens, quoi. Oui, c'est ça. J'ai un flyer, il y a les flyers, n'hésitez pas à prendre avec plaisir. Merci beaucoup à vous d'avoir été présent et attentif. J'ai bien senti beaucoup d'attention concentrée sur Sandrine. Merci à merci, Sandrine pour cette... merci d'avoir fait l'effort aussi, parce que c'est top d'avoir toujours des gens qui sont curieux aussi de ça, parce qu'on n'en a pas beaucoup des fois qui disent non mais c'est bon, j'ai mon livret et puis je laisse traîner, et je trouve ça bien. Merci à vous. Ouais. Non mais et c'est vrai que on ne se pose pas la question avant, et les conseillers n'ont pas le temps en fait. Ils ont tellement de clients qu'ils ne peuvent pas vous parler de tout ça en fait. Moi-même, je n'ai même pas mon rendez-vous annuel avec mon banquier pour essayer de voir ce que je pourrais optimiser. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Et puis pour vous donner une autre anecdote, après je vous laisse tranquille. Même les petits jeunes, là j'ai eu un petit jeune justement, sa maman en cliente, donc c'est pour ça que c'est venu naturellement. Et là, ils me remplissent le fichier que je leur demande de remplir pour analyser avec eux. Et là, je vois 24 000 euros. Je fais, il a quand même 22 ans. 24 000 euros sur son livret A, 22 900 euros, même avec les intérêts de 0,75% en plus à l'époque quand on a fait son rendez-vous. Il n'a pas dû avoir blindé son livret A autant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, alors attention à votre crédit mutuel, c'est qu'au crédit mutuel, quand vous dépassez le plafond du livret A, c'est non pas rémunéré au taux légal, mais c'est rémunéré en fait à 0,x%. Et là, à l'époque, je crois que c'était 0,1%, et ils ne l'ont même pas appelé pour lui faire ouvrir au moins un LDD, quoi. Et là, quand j'ai montré ça au petit, du coup, c'est devenu un de mes meilleurs clients. Dès que je l'appelle parce que j'ai un truc, il me dit « c'est bon, Sandrine, on fait ».
Donc, mais ça, c'est hyper important. Et autre truc que je voulais vous dire aussi, bon, je le garde en rendez-vous d'habitude, le livret d'épargne populaire. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une typologie de placement que des bas salaires peuvent faire. Mais pour tous les petits jeunes qui commencent, ou même les personnes à la retraite et tout ça, c'est 10 000 € à 5%. Et ça, combien j'en ai fait ouvrir cette année, hein. Ils sont clients chez moi, hein, mais je leur ai fait ouvrir du LEP. Donc ça, si... Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même 20 et quelques mille euros. Donc c'est quand même, quand vous commencez votre carrière et tout ça, c'est quand même beaucoup plus intéressant de mettre 10 000 € à 5% plutôt que de laisser sur un livret, hein. Et là, moi, j'en ai beaucoup parce que je fais partie beaucoup de networking et tout ça, où des gens qui se lancent, ils n'ont plus d'activité professionnelle, de revenus. Je leur dis, hein, ouvrez un LEP, hein, parce que là, c'est maintenant qu'il faut le faire, au moins profiter le plus possible, quoi. Donc, si je peux vous demander de me remplir rapidement, du coup, un petit un Google Form que j'ai mis en place pour savoir ce que vous avez pensé, quelle partie vous avez préférée. Et n'hésitez pas, toutes critiques sont bonnes à prendre. L'idée est vraiment d'axer sur une amélioration et surtout répondre au mieux à vos attentes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil.